Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Clémence Oudiakova, comment allez-vous ? Bonjour Nicolas Vidal, très bien, écoutez, merci. Je suis très heureux de vous revoir ici, dans votre matinale à vous. Oui, de retour. De retour, et merci beaucoup. Et on va interviewer tous les deux, comme à la bonne époque, qui n'est pas fini, qui va continuer. On va interviewer, on va poser nos questions à Michel Onfray. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Bien, alors je vais vous présenter, parce qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas encore, mais j'imagine, ils sont nombreux à vous connaître, mais on va vous représenter, philosophe, essayiste, polémiste et auteur de très nombreux ouvrages, dont le dernier Anima, vie et mort de l'âme, de Lascaux au transhumanisme, aux éditions Albin Michel. Alors c'est une sorte de voyage aux confins de l'âme, me semble-t-il, et de sa propre existence, de l'âme des premiers hommes à l'âme machine d'Elon Musk. Alors, on va poser ces questions avec Clémence. Va-t-on vers l'homme nouveau, l'individu déraciné et vidé de toute intelligence ? Serons-nous tous demain des méduses, comme le voulait Édouard Glissant ? Marche-t-on finalement vers la civilisation de l'homo festivus, comme le disait Philippe Meuret ? Voilà les questions qu'on va vous poser ce matin. Mais je voudrais déjà, Clémence Oudiakova est à côté de moi. Et une première question qui me semble intéressante, un peu d'actualité, rapidement. Emmanuel Macron, à La Haye, il ne peut pas se déplacer sans se faire huer, Emmanuel Macron. Comment vous réagissez à ça ? Même aux Pays-Bas, il est toujours poursuivi par des manifestants. Oui, c'est normal, je trouve ça normal. Voilà quelqu'un qui a fait savoir depuis un quinquennat plus le début d'un second qu'il détestait les Français, que c'était des Gaulois réfractaires, que s'ils étaient au chômage, c'est qu'ils le voulaient bien, qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du boulot. Donc il y a un profond mépris, c'est le retour du mépris. Je pense que c'est un effet boomerang, ça me paraît normal. Et le fait finalement que ça soit aux Pays-Bas, en France, il se déplace, il est toujours encadré par des milliers de CRS et des dispositifs de sécurité impressionnants. Mais là, à l'international, ça commence à faire tâche. Passez-moi l'expression un peu familière tout de même, aux Pays-Bas. Oui, mais même aux États-Unis, vous avez vu Trump, qui vient de faire savoir qu'il lèche le derrière. Je vais rester poli, c'est pas exactement la traduction exacte, mais des Chinois, ce qui est pas faux. C'est une façon d'aller vite, mais de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a sinon une détestation, du moins un mépris du président de la République française partout sur la planète. Il fait rire, il fait sourire, hélas. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet après cette question d'actu. Bien entendu, on vous reçoit, je l'ai dit, pour votre livre Anima, vie et mort de l'âme, de Lascaux au transhumanisme aux éditions Albin Michel. Et je cède immédiatement la parole à Clémence Oudiakova. Alors un livre, puisque vous parlez d'actualité, Nicolas Vidal, qui est finalement brûlant d'actualité, mais plus dans une réflexion de long terme, évidemment, notamment sur ce que devient l'homme aujourd'hui, un homme qui se déshumanise et qui perd peu à peu son âme. C'est toute la réflexion et toute la recherche de Michel Onfray dans son livre, qui, à travers l'Homo sapiens, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, réfléchit sur la difficile conciliation entre le corps, l'enveloppe corporelle, et son âme. Et cette conciliation, vous la retracez, cette réflexion, Michel Onfray, à travers les âges, à travers les temps. Vous parlez des civilisations ancestrales qui, elles, vous le dites, pour elles, tout était esprit et la matière est esprit, tout est matière et la matière est esprit également. Donc on pense aux Inuits, etc., qui peuvent projeter un esprit sur un animal, sur une offrande, etc. Et puis petit à petit, cette âme qui se désincarne, une âme désincarnée comme celle de Socrate, un corps mystique qui remplace un corps terrestre pour le christianisme et notamment Saint Paul. Et puis on avance comme ça à travers le temps, avec Montaigne notamment, pour lequel l'âme est placée sous le scalpel des chirurgiens. Enfin voilà, on avance dans le temps et on arrive, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas Vidal, à la Silicon Valley et l'âme numérique qui doit remplacer petit à petit cette âme qui disparaît, en tout cas avec laquelle on a une conciliation si difficile depuis le début en fait entre enveloppe charnelle et place de cette âme fuyante, de cette non-matière qu'on a du mal à cerner. Et c'est cette première question que je voulais vous poser, Michel Onfray, avant d'aller évidemment sur la Silicon Valley et l'âme numérique et ce qui va nous arriver, enfin ce qui risque de nous arriver et qu'on ressent de toute façon déjà aujourd'hui. Mais comment vous expliquez qu'on ait autant de mal depuis le début, nous, hommes, à cerner cette âme ? Non, je pense pas qu'on ait vraiment du mal à la cerner, parce qu'à chaque fois, il y a une définition. Disons que ça évolue, ça change. Et la question de l'immatérialité, elle est présente depuis bien longtemps. Alors, vous avez fait une belle fresque. C'est vrai que tout au départ, c'est une hypothèse que j'aimais, parce qu'effectivement, il n'y a pas de trace écrite.
mais on voit bien comment fonctionnent les peuples qu'on dit premiers aujourd'hui, c'est-à-dire que la nature, les dieux, les morts, les vivants, les humains, le végétal, le minéral, tout fait partie d'un même monde. Et c'est par la suite qu'on va détacher le jeu ou le moi ou la personne ou la subjectivité. Descartes fabrique effectivement une subjectivité avec son cogito, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais cette façon de nous séparer de la nature, nous éloigne de la nature et nous fait presque la mépriser. Il y a chez Descartes cette idée qu'il faudrait être maître et possesseur de la nature. Et puis Descartes pose la question de la liaison du corps et de l'âme, c'est-à-dire de l'immatériel et du matériel. Et puis, il fait des dissections, comme vous l'avez dit, et donc il y a un moment donné où il se dit, mais dans le cerveau, il n'y a que des symétries. Et il y a un lobe droit, gauche, etc., une partie de l'encéphale qui, etc., etc. Puis il dit, mais il y a quelque chose, qui s'appelle aujourd'hui l'épiphyse, qui finalement est unique. C'est donc là que se fait la liaison entre la substance étendue et la substance pensante. Alors évidemment, c'est toujours compliqué de dire s'il y a une liaison, comment peut-on lier de l'immatériel et du matériel. Alors évidemment, je vais voir dans la correspondance de Descartes avec Régius, il y a des textes très intéressants sur les modalités de cette liaison. Il est gêné, Descartes, on sent bien qu'il n'a pas envie qu'on le traite comme Galilée, que le christianisme mette son inquisition il avait derrière plutôt raison, lui. d'ailleurs. Il n'avait pas tort, bien sûr. Et ce sont des cartésiens au départ qui vont finir par dire, bon, on arrête, quoi, c'est pas... L'âme existe, mais elle est matérielle. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est-à-dire que le jour où elle devient matérielle, ben on peut imaginer qu'on puisse l'isoler. Et aujourd'hui, des gens nous disent la numériser, faire de telle sorte que vous puissiez numériser votre âme, puis évidemment, puisqu'elle est numérique, elle est censée être numérisée, eh bien vous la transférez d'un cerveau l'autre, ou d'un cerveau la machine, ou d'un cerveau la machine plus l'homme, et plus l'humain, et on change effectivement de monde. Oui, vous expliquez que ce sont les premiers pas finalement vers cette forme de déshumanisation, enfin en tout cas de numérisation qui va nous arriver aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a cette volonté de tout cerner, de tout maîtriser. Finalement, pourquoi on n'arrive pas à accepter le non maîtrisable de l'âme ? Oh, ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas des questions et qu'on a envie de réponses. Et moi, je ne fais pas partie de ces philosophes qui disent que l'important, c'est la question. Je pense que l'important, c'est la réponse. Et je trouve qu'il faut des questions extrêmement simples avec des réponses extrêmement simples. Et à un moment donné où, effectivement, vous voyez la foudre, elle tombe quelque part, elle fait un bruit incroyable, et puis elle peut évidemment foudroyer, tuer des animaux, tuer des hommes, ou mettre le feu à des bâtiments. Et on imagine que ce sont les dieux qui se fâchent. Colère des dieux, etc. C'est une analyse que Lucrèce fait. Et puis par la suite, les matérialistes, par exemple, nous disent mais non, ce sont des atomes qui sont en friction et ça produit une espèce d'électricité. Évidemment, le mot n'existe pas à cette époque-là, mais c'est une affaire de friction d'atomes qui génère ce bruit, cette lumière, la foudre. Donc n'allez pas chercher les dieux. Et au fur et à mesure, on voit bien que plus la science, plus le savoir avance, plus Dieu recule. Ou plus Dieu doit changer de forme. C'est-à-dire, il y a un moment donné où, quand vous avez la Shoah, par exemple, comment définir Dieu ? La question du rapport au mal, du théisme ou du déisme, la question du panthéisme, est-ce que Dieu est partout ? Quand vous changez d'univers et que vous avez des plurivers ou des multivers, et que vous dites, mais on a un tout petit monde, notre univers, c'est rien du tout, c'est une espèce de grain de sable dans la dune du Pilat, d'une certaine manière. Où est Dieu dans cette aventure ? Est-ce que le Dieu n'est pas plus facile à dire quand on dit qu'on ne peut rien en dire ? La fameuse théologie négative. Donc au fur et à mesure que la science avance, que la raison progresse, Dieu se métamorphose. Il prend des formes différentes jusqu'à éventuellement disparaître, puis réapparaître. J'ai terminé ce livre il y a quelques mois, bien sûr, et j'ai vu l'autre jour dans la presse qu'un homme qui souffrait de troubles anxio-écologiques, qui nous disait qu'on ne faisait rien contre la disparition de la planète, etc., était entré en relation avec une intelligence artificielle, qui avait évidemment un nom de femme, et qui se comportait en femme, et qui, bon, c'est en Belgique, et il passe un temps fou avec cette intelligence artificielle, jusqu'à questionner cette intelligence artificielle sur sa propre femme. Il dit, mais est-ce que vous croyez que ma femme m'aime plus que vous ? Et l'intelligence lui répond, eu égard à ce que vous me dites, je pense qu'effectivement, je vous aime plus que... etc. Et lui dit, je me suiciderais bien, mais d'une certaine manière, je vous quitterais, c'est quand même terrible, et je ne voudrais pas. Et lui répond, mais dans le paradis de la virtualité, nous nous retrouverions réunis. Et il se suicide. Et je pense qu'il y a là quelque chose qui annonce ce que va devenir Dieu, ou ce que sera le Dieu du post-humanisme, parce que on croit à la virtualité, à la réalité de la virtualité, plus qu'à la réalité de la réalité. Et cette idée qu'une femme qui a une voix de synthèse et qui est une intelligence artificielle puisse être plus vraie que sa propre épouse,
qu'on puisse préférer une voix d'ordinateur à la voix VOX de sa femme, qu'on puisse se suicider en pensant qu'on entrera dans un paradis de la virtualité où on ne quitterait pas cette intelligence artificielle, je me suis dit, mais c'est le retour d'une nouvelle religion. Bon, j'ai terminé ce livre, mais je travaille à un suivant qui s'appellera Barbarie, et pas par hasard, mais où je prendrai ça en considération. Je pense effectivement que on va aller de plus en plus dans cette disparition du réel et de plus en plus dans cet investissement dans le virtuel. Je viens en train de Caen, par exemple, à une époque, tout le monde lisait des livres ou des journaux ou des revues. Aujourd'hui, tout le monde est dans son téléphone, le nez dans son téléphone ou devant son écran. C'est la question que j'ai envie de vous poser, Michel Onfray, finalement. Cette passerelle entre déshumanisation et déracinement. Est-ce que c'est pas aussi une perte d'épaisseur, de densité humaine, de gens, finalement, qui vous dites, sont plutôt sur les réseaux sociaux, ne réfléchissent plus sur le monde qui les entoure et ne prennent plus en conscience le bien de la cité, la capacité, à un moment donné, à se mouvoir, à comprendre le monde qui les entoure et finalement devenir des parfaits égoïstes, entre guillemets. Il y a ça aussi, finalement, cette déshumanisation. Me semble-t-il aussi. Et c'est inquiétant. Bien sûr que vous avez raison. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la méduse de Glissant. On va vers une civilisation de méduses. Et ce qui est quand même assez sidérant, c'est que c'est Édouard Glissant lui-même qui le dit, qui le propose. Édouard Glissant, c'est la créolisation, c'est-à-dire le grand remplacement de gauche. Et il nous fait savoir qu'à un moment donné, il est dans la Méditerranée, il voit des méduses et il dit, mais finalement, c'est ça qu'il nous faut, une société de méduses, qui est quand même sidérant quand on connaît le pouvoir urticant des méduses et quand on connaît leur incapacité à faire autre chose que tuer, se reproduire et manger, quoi. Et cette idée de ne pas pouvoir faire société ou communauté. Cette idée aussi que le grand remplacement, ça devrait pouvoir se faire dans la douceur et sans violence, nous dit Glissant, mais il ajoute, dans l'histoire, ça ne s'est jamais vu, que ça puisse se faire sans violence. Donc en gros, il nous dit, devenez des méduses et devenez agressifs et violents les uns envers les autres, et c'est ça notre destin, c'est ça qu'il nous propose comme destin. Donc oui, vous avez raison de parler de déracinement, vous avez raison de parler d'atomisation, c'est-à-dire qu'il n'est plus question d'être de quelque part, puisqu'on est de partout. On n'est pas, comme moi par exemple, normand depuis 1000 ans et enraciné dans cette terre-là. On est sur le réseau planétaire et on peut même aller au-delà du réseau planétaire. Et puis, il n'y a plus d'autre temps que le temps de l'instant virtuel. C'est-à-dire, on envoie aujourd'hui des messages à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc, on est de tous les lieux, donc de nulle part. On est de tous les temps, donc d'aucun temps. Et puis on est soit seul avec le monde, c'est-à-dire on est connecté avec ses potes, avec ses copains, avec ses followers. C'est la question que je voulais vous poser aussi finalement avec les universités populaires. Finalement, est-ce que vous pensez que ce cheminement-là, on peut le contrer? Est-ce qu'on peut l'endiguer? Est-ce qu'on peut à un moment donné aller à l'encontre de cet égoïsme que j'appelle moi l'icaïsation de la société? Littéralement, finalement, en tant qu'intellectuel et philosophe, on peut avoir la main là-dessus. Est-ce que ça passe par la politique réenchantée, ou du moins, pour moi, reconstruire totalement l'éducation nationale, littéralement, et peut-être amener les gens vers beaucoup plus de culture, mais surtout les armer intellectuellement, pour en faire des citoyens? Est-ce que ça aussi, c'est possible? Et est-ce que finalement, j'ai envie de vous poser une question un peu polémique, est-ce que nous, gouvernants, ceux qui sont en dessus, ont envie que l'individu devienne un citoyen? Ou est-ce que c'est pas la matrice inverse qui est en train de se passer depuis un certain temps d'ailleurs? Je retrouve votre première question, c'est Emmanuel Macron, le patron des Méduses. Et donc c'est ce à quoi il aspire. Donc il y a un vrai problème, c'est-à-dire que quand les chefs d'État, et c'est le cas depuis au moins 1983, mais sûrement depuis 1992 et le traité de Maastricht, on nous dit soyez des individus, et les individus ce sont des consommateurs. Donc on ne vous demande pas d'être français. Être français, c'est être fasciste, c'est être nazi, c'est être vichiste, c'est être pétiniste, c'est tout ce qu'on voudra. Devenez des méduses, et devenez des méduses dans un univers où finalement on vous demande juste une seule chose, taisez-vous et consommez. Donc on peut résister individuellement. La belle chronique de François Bousquet nous raconte effectivement qu'il y a un terrible pouvoir des minorités. Il nous a donné un chiffre qui est terrible. On se dit, mais comment se fait-il que cette minorité minoritaire, très minoritaire pour le coup, me permettrait la redondance, puisse faire autant la loi et qu'on puisse aujourd'hui, avec 0,1% de trans par exemple, avoir l'autorisation de faire de la propagande dans l'éducation nationale avec la bénédiction du chef de l'État. Donc, parce que je crois qu'effectivement, ce chef de l'État n'aime ni la France ni les Français, et qu'il aime le marché, qu'il aime l'Europe. On a bien vu d'ailleurs quand il s'en va en Chine, il se fait accompagner par la présidente
présidente de la responsable de cette Union européenne. Sur la question de Taïwan, il intervient comme un Européen et pas du tout comme un Français, en nous disant attendez, c'est pas notre guerre, ça, donc faites ce que vous voulez. Comme par hasard, l'Ukraine, c'est notre guerre, ça ne le gêne pas non plus. Et donc on voit bien qu'il n'a pas le souci de la France et des Français, il a le souci d'une Europe qui serait une espèce de courroie de transmission de cette espèce de grand État total. Je pense que nous allons vers un État total, donc vers une civilisation totale, et que dans cette civilisation totale faite de méduses, il y aura effectivement un grand maître, un grand patron, un Christophe Colomb, et qu'il s'appelle, hélas, Elon Musk. Oui, voilà, justement, j'allais y arriver, parce que dans la société liquide que vous proposez, donc, que vous présentez plutôt avec le patron des Méduses, Emmanuel Macron, en fait, Emmanuel Macron n'est que le petit patron, puisque vous l'expliquez très bien dans votre livre, les nouveaux dieux, ce sont les dieux de la Silicon Valley, dont Elon Musk. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis trouvé à un moment donné en voiture à passer devant ces lieux-là. Et alors, tout le monde connaît Google, Amazon, etc. Puis à un moment donné, on se dit, mais voilà la pancarte du lieu où ça se joue. C'est quand même incroyable. Et alors, on dit, mais ici, il y a toutes les GAFAM, quoi. Ici, il y a ceci, ici, il y a cela. On se dit, mais c'est quand même incroyable. Et je crois effectivement que l'Amérique qui fut celle de New York, de la côte Est, n'est plus celle qui fait la loi. C'est pas non plus le centre avec Washington qui ne fait pas non plus la loi. Celle qui fait la loi, c'est la Californie, c'est Los Angeles, c'est San Francisco, c'est Neuralink, qui est une toute petite maison bleue, comme ça, c'est pas celle de Maxime Le Forestier, mais ça pourrait. C'est une maison bleue qui se retrouve là, dans un endroit comme ça, où on se dit c'est tout banal. Et à Neuralink, on est en train de fabriquer le post-humain. C'est-à-dire que Musk est déjà en train de pucer des singes et des porcs. Il est en train de chercher des humains. Et rien ne l'interdira. Après tout, s'il veut le faire, je pense qu'aux États-Unis, on le laissera faire. Et à ce moment-là, on sera complètement connecté sur Google. On n'aura plus besoin, par exemple, de lire La Recherche du temps perdu pour en parler. Il suffira qu'on ait pucé, qu'on vous ait donné l'information. Ce qui veut dire, effectivement, puisqu'on sait aujourd'hui donner des souvenirs à des animaux de choses qu'ils n'ont pas vécues. C'est quand même terrible. Ce que vous racontez, donc, vous pouvez aussi fabriquer des souvenirs de choses non vécues, mais effacer les souvenirs. Vous auriez lu, par exemple, 1984 d'Orwell, ou Le meilleur des mondes d'Huxley, qu'on se dirait, mais c'est dangereux d'avoir eu cette lecture et d'avoir le souvenir, ou Fahrenheit, par exemple, de Ray Bradbury. Il ne faut pas que vous ayez le souvenir de ces choses-là, donc on efface. En revanche, ayez le souvenir que vous avez un bon président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est formidable, et on vous donne l'information. Voilà, avec tout le questionnement que posent évidemment ces algorithmes, ces intelligences artificielles qui sont évidemment subjectives, comme vous venez de le rappeler. C'est-à-dire, on l'a vu avec ChatGPT et d'autres, qui promeuvent ce qu'elles veulent bien promouvoir, c'est-à-dire que ce soit le wokisme ou autre chose, disons la pensée officielle. Bien sûr, vous avez raison, c'est derrière une intelligence artificielle, il y a toujours une intelligence naturelle. Ne jamais se dire que quand il y a une intelligence artificielle, elle aurait son autonomie. C'est comme ce type qui se suicide, c'est-à-dire donner d'un caractère humain à une intelligence artificielle, c'est se tromper. Il y a juste un problème, c'est le jour où Elon Musk et les siens décideront de dire à ces machines, prenez votre autonomie. C'est-à-dire que si vous programmez des machines qui obéissent à ne plus vous obéir, mais à créer leur propre autonomie, c'est là que ça devient problématique. C'est pourquoi d'ailleurs Elon Musk, qui est le grand promoteur de ces choses-là, dit « Oh là là, on pourrait peut-être faire un moratoire. » Une petite pause, juste parce qu'il y a des gens qui vont plus vite que lui. Ouais. C'est juste la raison, c'est pas du tout parce qu'il aurait d'un seul coup une espèce de bouffée morale, et une espèce de prurite éthique, et que d'un seul coup il se dit « Oh là là, c'est dangereux. » Oui, c'est dangereux. Et ça l'est depuis longtemps. Et quand les gens croient acheter une Tesla parce qu'ils sont modernes, etc., ils travaillent à l'intelligence artificielle. Ça sert à ça, Tesla. Les sociétés d'Elon Musk travaillent à ça. Tesla, c'est pour travailler sur l'intelligence artificielle. C'est pas pour faire des belles voitures modernes, branchées, etc. Pas du tout. Neuralink, c'est la même chose. SpaceX, c'est la même chose. C'est ce qui lui permet d'aller dans l'espace parce qu'il se dit, il a raison, d'un point de vue de l'astrophysique, qu'à un moment donné, notre planète disparaîtra. Et qu'il faudra, et que le réchauffement climatique, il est en relation avec de l'astrophysique et pas avec de la pensée magique. C'est pas parce qu'on utilise une mobilette qu'on contribue au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique et le refroidissement climatique, c'est aussi vieux que le monde et les hommes n'existaient pas qu'il y avait déjà refroidissement et réchauffement. Donc nous allons vers un réchauffement qui est inéluctable. Et je crois que c'est 4 milliards et demi d'années. Enfin, je suis jamais très bon avec les chiffres. Si ça se trouve, c'est 4 millions. Enfin, j'en sais rien. Je suis pas très doué. Mais il y a un moment donné où tout ça s'effondrera. La Terre brûlera parce que le Soleil explosera et puis la disparition de cet univers est actée. Donc lui, il dit, il faut que nous quittions
cette planète et ce système solaire parce qu'il y a un moment donné où il faudra que ça se fasse. Alors évidemment, c'est pas tout de suite, mais il faut y travailler. Et le premier qui invente l'aviation et qui traverse la Manche avec un avion, il n'invente pas le Concorde. Mais entre cette première traversée et le Concorde, il s'est passé 60 ans. C'est pas beaucoup. Donc vous voyez, dans 60 ans, ce que donnera l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui déjà nous fait peur, elle sera terrible. Mais il y a une question qui se pose, je vais revenir avec mon histoire de peuple, mais cette submersion technologique qui paraît inévitable, finalement, on ne pourrait pas se dire que dans un pays comme la France, le pays des Lumières ou autre, finalement, on n'aurait pas pu y résister avec un peuple beaucoup plus éduqué, beaucoup plus solide, beaucoup plus épais, où on aurait pu au moins endiguer ce phénomène-là, y résister et peut-être retarder l'échéance. Finalement, la question que je viens de vous poser, Michel Onfray, c'est est-ce que le peuple français, en partie, est aussi responsable de la situation, cette submersion technologique dont vous parlez dans votre livre? Je vais juste rajouter une question à Nicolas Vidal, ou une phrase. Vous dites avec un peuple beaucoup plus éduqué, peut-être justement avec un peuple moins éduqué. Un peuple, le bon sens, un peuple un peu archaïque, quoi, on va dire. Moi, je pense qu'on manque d'un chef d'État avec des visions. Oui. Et depuis le général de Gaulle, c'est fini. C'est-à-dire, le général de Gaulle, il avait des propositions pour 100 ans ou pour 1000 ans. Après, on arrive avec Pompidou à des propositions qui sont des propositions éventuellement de réélection. On est sur un septennat à l'époque, et puis les autres sont sur le quinquennat. Je veux être réélu, point à la ligne, quoi qu'il en coûte pour la France et les Français. On le sait bien, on le voit bien. D'où la violence de Macron, qui sait très bien de toute façon qu'il lui reste 4 ans et qu'il faudra qu'il attende 5 ans s'il veut revenir un jour. Donc il y avait chez le général de Gaulle cette idée qu'il fallait le Concorde, qu'il fallait le TGV, qu'il fallait moderniser la France, qu'il fallait même penser à ce qu'à l'époque Malraux appelait les masses médias. Alors, on n'utilise plus cette expression, mais il y a chez Malraux dans les années 70, y compris après la mort du général de Gaulle, une réflexion sur cette question-là. Il n'y en a plus chez ces gens-là. Donc oui, bien sûr, on aurait pu imaginer que la France prenne la tête éventuellement d'une résistance à cette mondialisation des idées. À Front Populaire, on va travailler à une intelligence artificielle non wokiste ou anti-wokiste. Parce qu'au bout du compte, vous savez bien que si vous demandez à ChatGPT de répondre à une question, vous savez ce que vous aurez comme réponse. On connaît l'orientation. On connaît l'orientation. C'est wokiste et ça l'est complètement. Et on aurait pu dire, mais non, nous, on va faire quelque chose comme l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais pour aujourd'hui, en disant on fait une encyclopédie virtuelle en allant chercher tout ce qui permettrait de résister à ça. Ça aurait de la gueule, je dirais, une espèce de grand projet français ou un grand projet européen piloté par la France, en disant, ben voilà, nous allons nous aussi fabriquer un chat GPT, mais qui ne sera pas du tout le chat qu'on imagine, du genre il faut être gentil avec les animaux, il faut faire attention au réchauffement climatique, il faut rouler avec une voiture hybride, enfin c'est toujours ce qui nous est dit quand on consulte ce bréviaire de la pensée commune. Et en fait, ce que vous dites par là, c'est que finalement, vous accompagnez le mouvement tout de même de l'évolution technologique, etc., mais en essayant de l'orienter dans un sens qui correspond plus à celui qui devrait être, selon vous, celui de la France ou de notre pensée politique. Oui. Et est-ce que la porte de sortie serait pas plutôt une forme de mouvement de résistance générale, mais je ne sais pas si c'est possible, face à l'avènement de ces nouveaux hommes-machines, enfin une nouvelle forme de mouvement ludiste, en fait? Non, par exemple, moi je ne suis pas contre la télévision. Vous savez, la télévision, à l'époque de Malraux, c'était un grand instrument d'éducation populaire. Mes parents, mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, ils n'avaient pas les moyens d'acheter une télévision. Et les voisins leur ont offert leur télévision quand ils en ont changé. Et le premier soir, quand on a allumé cette télévision, on y donnait les Perses d'Échille. Vous voyez un petit peu qu'aujourd'hui, c'est sur Arte, éventuellement, à 3h du matin, pour pouvoir dire que c'est dans le cahier des charges. Donc la télévision, ça pourrait être un instrument d'éducation populaire. Il se fait que c'est devenu un instrument de domination. Eh bien, je pense que tout ce qui est aujourd'hui intelligence artificielle, c'est un instrument. Si on l'utilise bien, et je vais vous donner un exemple, eh bien c'est fantastique et c'est mieux que les hommes. Si on l'utilise mal, évidemment, c'est une catastrophe. Comment peut-on bien utiliser l'intelligence artificielle ? Vous avez une tumeur, vous allez à l'hôpital et vous allez avoir un radiologue qui va vous faire une image et il va vous faire le commentaire de cette image. Le radiologue, il peut passer à côté. Moi, j'ai fait un AVC, 5 toubibs sont passés à côté de l'AVC. Donc, l'erreur est humaine, comme on dit. Si vous avez une tumeur et qu'une intelligence artificielle fait la lecture de votre image, elle va peut-être, je dis un chiffre qui n'est pas le bon, mais enfin, elle va peut-être avoir en mémoire 10 millions d'images. Et elle va d'un seul coup, ça va prendre 10 secondes, peut-être même moins que ça, vous donner une lecture de cette tumeur en vous disant ce qu'elle est, en vous disant qu'elle a déjà été repérée, ce type de tumeur, à tel endroit, qu'elle a été soignée de cette manière-là, avec tel type de chimiothérapie, etc., etc. Eh bien, vous vous dites, on ne peut pas refuser l'intelligence artificielle si c'est fait pour ça.
si ça donne ça. Si ça permet à des gamins d'être illettrés et de faire une dissertation et de croire qu'il va abuser son prof parce qu'il aura questionné ChatGPT, évidemment, c'est pas très intéressant. Mais il y a des usages qui sont défendables. C'est la fameuse phrase de Rabelais, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est le problème de l'âme qui est justement en jeu dans cette affaire. S'il y a une âme derrière ChatGPT, c'est très bien, c'est formidable. S'il n'y en a pas, juste des marchands, juste des commerciaux, alors c'est pas très intéressant. Donc ce serait comme se refuser à l'électricité, se refuser au train, se refuser à la voiture, en disant non, il faut être sinon conservateur, du moins réactionnaire, en disant restaurons l'ordre ancien, gardons la voiture avec les chevaux, c'est quand même beaucoup mieux que l'automobile. Non, avec des automobiles, on peut se déplacer, on peut aussi écraser son voisin. Donc je pense que c'est un instrument. Si cet instrument est aux mains du marché, c'est la pire des choses. S'il est aux mains des citoyens, alors pour le coup, défendons-le. Oui, alors plus qu'une âme, c'est un projet politique. En fait. Oui, c'est ça. Non, mais il y a un vrai risque, effectivement, vous l'avez dit, dans cette idée, parce que souvent on l'habille de progressisme. Oui. Mais on se rend compte que depuis quelques années, on se rend compte que finalement, c'est pour des fins bien moins avouables. Donc le citoyen est quand même mis de côté pour des utilisations qui aujourd'hui sont de la surveillance, et ça pose vraiment de véritables questions avec la perte de confiance dans une élite, qu'elle soit politique, économique ou technologique. Il y a ça aussi, il y a ces questions vraiment à se poser, me semble. Oui, la surveillance, alors moi je ne serais pas contre si c'est de la prévention. Je veux dire, quand on dit on est contre la surveillance, moi je ne veux pas que les gens sachent que je suis dans telle rue, que je suis rentré dans tel supermarché. Moi je ne suis pas gêné par ça. Si les gens veulent savoir qu'à 17h18, j'ai acheté une tranche de jambon dans mon supermarché, dans le petit magasin à côté de chez moi, je ne suis pas gêné par ça. Si je suis vu en train de retirer de l'argent à un distributeur, c'est pas gênant non plus. Si, etc., etc. Donc il y a un moment donné où on est en train de penser ces questions-là. Quand je dis on, c'est de manière générale, mais aux Jeux Olympiques, vous savez qu'il y a des surveillances qui font qu'on pourrait imaginer que des gestes un peu bizarroïdes, comme porter un sac à dos qui aurait un poids qui permettrait d'imaginer qu'il y a quelque chose qui, je sais pas quoi, enfin, pourquoi pas ? Alors après, on dit société de surveillance. Oui, mais surveillance, moi, je ne suis pas gêné par le fait qu'éventuellement mes datas soient quelque part consultables, parce que avec ces datas, on va faire quoi de moi ? Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je ne me réduis pas à ça. Et si des algorithmes me disent ce serait bien que vous puissiez voter Emmanuel Macron, ça ne me fera pas plus d'effet qu'une publicité qui me demandera d'acheter une voiture électrique. Donc il y a un moment donné où on doit pouvoir imaginer que c'est l'usage qui est en jeu. Il ne faut pas être platonicien en disant ça c'est mauvais parce que c'est l'idée de surveillance, S majuscule, puis l'affaire est réglée, un peu dans l'esprit de Deleuze, ou alors on est effectivement pragmatique en se disant mais surveiller quoi pour qui ? La sûreté, c'est un des droits de l'homme, et il faut se donner les moyens de la sûreté. Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse utiliser des systèmes de surveillance qui ne gênent que les gens qui n'ont pas envie qu'on les surveille. Allez, on passe l'heure du bulletin d'information, et on revient, bien entendu, avec Michel Onfray, avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et oui, il est 9h02 et nous sommes toujours avec Michel Onfray et Clémence Soudiakova qui m'accompagne aujourd'hui. Ce retour momentané. Elle nous manquait, elle est là pour interviewer Michel Onfray. Michel Onfray, on vous reçoit bien entendu pour le livre Anima. Il y a une question, je ne savais pas que vous aviez eu Lucien Gerfagnon comme prof. Oui. Ça vous apporte quoi ? Parce que moi, personnellement, quand j'ai lu Gerfagnon, ça ouvre les ailes. Hein. Je veux dire, ça dépoussière. Je ne vous le fais pas dire. D'accord, on est d'accord là-dessus alors. Ah non, mais c'est mon vieux maître, je le dis depuis toujours. D'ailleurs, ce livre lui est dédié. Et je rentre à la fac, j'ai 17 ans, je ne vais pas raconter mon passé, mais c'était pas terrible, entre les coups, l'orphelinat, etc. Et il m'a tendu la main. Et j'ai beaucoup aimé cet homme, que j'aime toujours, bien sûr. Et il m'a rendu à la vie. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Conversion, qui est un éloge de lui et de son cours sur Lucrèce. Et puis, très tôt, quand j'ai fait mon livre sur les cyniques, qui s'appelait Cynisme, les cyniques grecs, la préface lui était dédiée, puisque, effectivement, sans lui, je ne serais pas ce que je suis. Oui, parce qu'il fait partie des grandes figures des analyses intellectuelles. Et très peu connu, finalement, Lucien Gerfagnon, à part dans quelques cercles. Concrètement. Oui, après vous allez me forcer à dire des choses, mais c'est moi qui, sur la fin, ai souhaité qu'on en parle, qui en avait parlé à Francesca Piolo, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs, mais qui s'occupait de la philo à France Culture, qui l'avait invité. D'autres après ça se sont mis à parler de leur vieux maître sans l'avoir connu, sans avoir assisté à aucun de ses cours. Mais il y a une petite mode Gerfagnon, et après il avait été repéré, il était passé chez Pivot, et alors il avait un talent pour raconter, pour embarquer son monde, quoi. Et on en a un peu parlé à ce moment-là. On en parle moins aujourd'hui. Il y a eu 3 volumes de ses œuvres publiées dans la collection Bouquins, chez Lafon. Je préfaçais l'un d'entre eux d'ailleurs.
Et c'est un maître qu'on ne lit plus. Il y a eu des gens comme ça, comme Marcel Conche, par exemple, qui sont des gens qui n'ont jamais été marxistes, trotskistes, maoïstes ou je ne sais quoi, qui n'avaient rien à se faire pardonner, et donc qui ont été des érudits. Ce que me disait Gerfagnon, il me disait, mais moi, ma méthode, c'est la méthode érudite. Et j'avais compris ce qu'il disait à l'époque, mais je comprends encore mieux aujourd'hui ce qu'il voulait dire par là. C'est-à-dire le contraire du structuralisme, du marxisme, du lacanisme. Enfin, à la fac de Caen, moi, j'avais droit à ça, à des profs lacaniens, des profs marxistes, althussériens, etc. Et lui nous racontait l'Antiquité comme si c'était aujourd'hui, quoi. On rentrait dans la Rome... c'était plutôt la Rome impériale qu'il nous racontait. Moi, j'aime la Rome républicaine, j'adore Caton. Hein. Caton l'Ancien, c'est mon maître, d'une certaine manière. Et il avait un art de raconter les choses, on y était, quoi. C'est-à-dire que quand on rentrait dans Rome, il nous parlait de Perse, de Juvénal. Alors, il y avait des prostituées, il y avait des camelots, il y avait des marchands, il y avait du bruit, des odeurs, il y avait les parfums de Rome, la puanteur, etc. Puis d'un seul coup, un philosophe qui ceci, qui cela, etc. Vous avez fait un très beau cours sur Plotin aussi. La vie de Plotin par Porphyre, les Énéades bien sûr, mais la vie de Porphyre, ce que j'ai appris de lui, c'est que la philosophie devait être incarnée, concrète, qu'elle soit impliquée dans la vie quotidienne des gens et qu'elle concernait tout le monde, c'est-à-dire pas Normal Sup, les agrégés ou ces gens-là, mais de dire si vous êtes chauffeur de taxi et que vous découvrez la parole de qui vous voudrez, d'Aristote ou de Gorgias, eh bien ça doit pouvoir vous changer la vie. On doit pouvoir mener une vie philosophique. Et ça a été la grande invention de Gerfagnon. À l'époque, c'était Pierre Hadot disait ça. Hein. Lui aussi faisait partie de ces gens qui... D'ailleurs, il a été prêtre, Gerfagnon, pendant 10 ans. Et Pierre Hadot aussi, enfin ce qui faisait d'eux des gens effectivement qui ne pouvaient pas être suspects d'avoir été staliniens ou trotskistes, encore que. Alors vous parlez de philosophie qui doit être apportée demain, c'est un peu ce que vous avez fait d'ailleurs avec l'université populaire de Caen, donc ça je pense qu'on pourra en reparler du rôle du philosophe aujourd'hui. Mais je voudrais juste rebondir, et après encore beaucoup de questions, notamment sur le transhumanisme, le rôle de la science, etc. Mais puisque vous parlez du bruit et d'odeur, il y a comme un petit fil rouge qui revient régulièrement dans votre livre, c'est les ordures. Vous commencez avec les ordures en intro, vous terminez avec les ordures en conclusion, et on les voit. Alors, je vous explique, chers auditeurs qui n'avaient pas encore la chance d'avoir ce livre entre les mains. On commence avec les paquets d'ordures que les Américains balancent sur la Lune. Quand ils arrivent, les vomis, toutes les déjections humaines. Et ça, vous le racontez en introduction. Finalement, après, on suit ces ordures. Vous dites, c'est plutôt Saint Paul qui dit « Nous sommes comme les ordures du monde », cette façon de détester la chair. Et puis après, avec le marquis de Sade, on a encore « Il faut se vautrer dans les ordures comme des porcs ». Voilà, on a toujours un rapport assez étrange avec nos déjections humaines. Je voulais justement vous poser une question, puisque vous parlez de bruit et d'odeur, Michel Onfray, à ce sujet. Vous êtes une lectrice redoutable, parce que j'ai écrit tout ça, mais j'avais pas mis le fil rouge entre tout ça. Mais oui, vous avez raison. Oui, quand j'ai travaillé sur ce premier pas sur la Lune, je crois effectivement qu'il y a quelque chose d'important avec ce moment-là, un moment important pour la technique, mais pour l'ontologie, pour l'écologie, l'idée qu'on puisse voir d'un seul coup la planète, sa fragilité. Et quand je lis tout ça, je découvre que le premier geste des hommes, les Américains pour le coup, quand ils font le premier pas sur la Lune, c'est qu'ils commencent par balancer des sacs d'ordures, donc effectivement excréments, urine, vomi, déjection, etc. Et que par la suite ils laisseront plein de choses sur place. C'est un catalogue à après-vert, c'est sidérant ce qu'on y trouve. Et je dis mais voilà, on retrouve et puis le second à mettre le pied sur la Lune dit moi c'est pas moi le premier, mais je suis le premier à avoir pissé sur la Lune, quoi. Et il raconte qu'il a un besoin pressant et que ils font comme ils font dans ces cas-là, c'est-à-dire ils urinent dans leur combinaison, il y a des couches, il faut les changer, les enlever, etc. Mais il peut ne pas le dire. Ça fait partie de la pudeur. Alors d'abord, il le dit, c'est une impudicité absolue, puis ensuite il en est très fier. Et je me dis, mais c'est vraiment le marquage du territoire par les animaux. Dès que les animaux sont dans un territoire, ils mettent leur matière fécale ou leur urine, ils disent, voilà, ici c'est chez moi. Et les Américains arrivent et ils font quoi ? Ils mettent leurs ordures en disant, ici c'est chez nous. Puis après, ils mettent le drapeau. Mais en disant, ici c'est américain. Et la façon qu'ont les Américains de se comporter à chaque fois qu'ils mettent le pied sur une terre, je pense par exemple quand ils commencent à détruire les Indiens d'Amérique et qu'ils font ce trajet d'est en ouest, on parlait tout à l'heure de ce trajet qu'a fait l'humanité, et bien
Et on se dit, c'est le mode de vie américain. Et ils sont comme ça, encore aujourd'hui. Moi, je pense que l'Europe de Maastricht, elle est faite pour permettre aux Américains ce qu'ils n'ont pas réussi à faire le 6 juin 1944, c'est-à-dire vassaliser la France. Je rappelle que l'opération du débarquement s'appelle Overlord et qu'en français, ça veut dire suzerain, vassal, enfin la vassalisation. On ne peut pas mieux dire qu'ils arrivaient pour vassaliser. Il y avait une politique qui s'appelait l'Amgot. À Charlottesville, il y avait des formations de militaires et d'administratifs pour dire on garde les cadres de Vichy parce que ceux-là, ils sont très anticommunistes. Et puis on installe finalement l'armée américaine et le mode de vie américain en France. Et puis on ira soit jusqu'à Berchtesgaden, soit jusqu'à Moscou. Bon, on connaît l'histoire. C'est Berchtesgaden, puis après il y a Yalta, etc. Mais les Américains... Alors le général de Gaulle dit non, merci. Gardez votre monnaie. Il y avait une monnaie, frappée, battue, la monnaie de l'Amgot. Et donc, ils n'ont pas réussi à ce moment-là à imposer leur mode de vie, encore que chewing-gum, jazz, cinéma, etc., c'est quand même arrivé à ce moment-là. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Europe de Maastricht fait le boulot et qu'il s'agit d'intégrer la France dans une Europe qui elle-même sera une courroie de transmission du grand marché planétaire. Il s'agit de fabriquer un État total, j'ai utilisé l'expression tout à l'heure, mais aussi une civilisation totale. Ce sera terminé, les civilisations diverses et multiples. Huntington a raison, mais il n'aura pas raison toujours. Il y a un moment donné où il n'y aura plus de civilisation confucéenne, de civilisation judéo-chrétienne, de civilisation bouddhiste, de civilisation chrétienne orthodoxe ou animiste ou protestante. On aura une grande civilisation de consommateurs, des gens qui seront des choses et des objets. Puis à un moment donné où quand on aura avancé, hélas, dans ce progrès, parce qu'il y a du progrès vers la mort, il y a parfois des progrès dans le cancer. Les progressistes qui pensent que le progrès c'est toujours bien, je dis mais vous savez, une tumeur peut progresser aussi. Et quand on aura progressé vers cet état total et cet état universel, alors il y aura vraiment clairement des maîtres et des esclaves. Parce qu'il est bien évident que quand il faudra acheter le savoir, acheter l'immortalité, seuls ceux qui pourront payer y auront droit pendant que les autres seront des esclaves. Donc vous pensez pas... Je finis juste sur mon histoire d'ordure, je suis désolée, je vais avoir un problème avec ça. Non, il faut dire que c'est particulièrement d'actualité aussi avec les poubelles qu'on voit à Paris. Je pensais que vous parliez de Macron. Aussi. Voilà, ça peut vous coûter cher, le Chalon-Frais. Non, mais des sacs poubelles qui s'accumulent à cause de Macron. Oui, bah, tout à fait, non, mais il y a un lien. Nous voulions dire. Non, mais exactement. Tout ça est lié. Et, non, mais ces ordures, imagées ou pas, montrent peut-être qu'on sort aussi d'un cycle. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une forme de cycle de la vie, l'homme se décompose et revient et redevient herbe, enfin bref. Aujourd'hui, peut-être que nous, et ça revient à ce que vous dites avec l'homo cyber, c'est-à-dire que nous sortons de ce cycle finalement, et que la vie, le cycle de la vie est cassé et brisé aujourd'hui. Oui, il y a une fascination pour les ordures, ça c'est évident, y compris dans l'art contemporain, que je défends par ailleurs, mais c'est pas parce qu'il y a un art contemporain qui est très mis en avant qu'il n'y a que ça dans l'art contemporain. Il y a effectivement un art contemporain très wokiste, très politiquement correct, et celui-là je le combats, mais on combat pas l'art contemporain pour autant. Mais toute cette fascination de fait pour les matières fécales, enfin la fameuse merde d'artiste de Manzoni, le vagin de la reine, enfin le plug anal, enfin toutes ces choses qu'on nous présente aujourd'hui comme un sommet de l'art contemporain, ça suppose effectivement une fascination pour la scatologie, pour les ordures, mais il n'y a pas que ça. Il faut aller au-delà. Mais oui, je pense qu'il y a une fascination pour la négativité de notre civilisation. Et la négativité, c'est ce qui permet de nettoyer, de nettoyer les ordures en les accumulant, c'est pas forcément une bonne formule, mais juste de dire il faut en finir avec la civilisation judéo-chrétienne. Donc tout ça est à détruire. Fabriquez-nous des ruines, il faut que sur les ruines des églises, nous puissions construire des supermarchés. Mais là-dessus, c'est intéressant. Finalement, vous ne pensez pas qu'une certaine forme d'identité ou d'initiative identitaire puisse résister à ça ? J'en recevais ce matin un maire de l'Hérault, Jean-Luc Messonnier, sur l'identité, notamment autour de la bouvine, du territoire, et avec une population qui tient énormément à cette tradition. Est-ce qu'à un moment donné, je partage votre avis sur Maastricht et sur l'Union européenne, notamment sur cette civilisation totale, l'icaïsation de cette société, mais j'ai quand même la faiblesse de penser qu'il y a quand même des parties de ce territoire ou des gens qui sont fortement enracinés et dont une identité renaît fortement. Plus ils sont agressés par le commerce, plus ils sont agressés et violentés par le néolibéralisme, plus à un moment donné, ils réagissent vigoureusement. Et j'ai quand même l'impression que ça pourrait être l'espoir de notre pays, de notre nation, à résister aussi contre une volonté d'écrasement total par le marché et le consommateur. Oui, mais j'écoutais un peu votre émission avant tout à l'heure là, sur la question de l'homme providentiel.
Paul-Marie Couteau en parlait, il attendait que la Providence puisse apporter un homme. Moi, je crois au peuple providentiel, plus qu'à l'homme providentiel. Et je vais vous faire je vais donner une information à votre antenne que je n'ai pas encore donnée publiquement, mais je viens d'acheter avec des amis une maison dans mon village natal pour fabriquer une université populaire à nouveau. Donc voilà, je donne l'information. Alors il va falloir trouver de l'argent, mais on va chercher de l'argent et puis on verra bien. Mais je pense qu'il y a des résistances locales, il y a des résistances girondines à mettre en place. Je voudrais qu'on puisse enseigner à cette université populaire les beaux-arts. Je crois que la civilisation chrétienne est une civilisation de l'image. La civilisation juive est une civilisation de l'herméneutique. La civilisation musulmane, une civilisation de la répétition. Ce n'est pas exactement la même chose. On ne fabrique pas les mêmes civilisations dans ces cas-là. Et l'idée de dire résistons par la culture, mais aussi par d'autres traditions, la gastronomie par exemple, l'enracinement. Si en Normandie on fait du cidre, du poiré ou du calvados, première ou deuxième passe, ce qui n'est pas la même chose. Si on a l'Ivaro, Pont-l'Évêque, Camembert par exemple, si on a des viandes particulières, toutes les régions ont ça en France. Et c'est formidable. Moi j'adore les régions, j'adore les villages. Et quand vous allez en Corse, que vous avez des vrais identitaires en Corse qui ont envie de défendre leur patrimoine culturel, gastronomique, œnologique, leurs champs, leurs paysages, on se dit, ils donnent l'exemple. Et ils ont bien raison, et nous devrions faire exactement la même chose. Donc plutôt que d'attendre l'homme providentiel qui arriverait en disant je vais tout changer d'un coup de baguette magique, je pense qu'on pourrait déjà ne s'en prendre qu'à soi-même en disant là où nous sommes, faisons ce que nous pouvons faire. Nous avons créé avec Stéphane Simon la revue Front Populaire qui a pour exergue une phrase de la Boétie: soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Et je crois à ça, moi. Je crois que si dans un village qui est le mien, Chambois, 500 habitants, on se dit moi je fais ça, je sais faire ça, je ne peux pas faire autre chose, d'autres feront autre chose et autrement, on crée un restaurant, un bar, on crée une salle d'exposition, un amphithéâtre et qu'on donne des cours bénévolement, gratuitement, on va travailler sur le cinéma, sur la littérature et le cinéma, sur la musique. On a des musiciens normands dont on ne parle pas, les partitions existent, il faudrait les jouer, j'ai des amis qui me disent on va faire tout ça. Si chacun fait ça dans sa région, un peu ce que fait Philippe de Villiers par exemple avec sa région, ou ce que font des Corses quand ils font des festivals de théâtre, eh bien je pense que nous n'avons pas besoin d'un homme providentiel, le peuple suffit. La question que je viens de vous poser, c'est intéressant, parce que c'est vrai que depuis les Gilets jaunes, j'entends beaucoup cette idée de local. Finalement, est-ce que c'est pas aussi le risque pour vous de s'enfermer dans une forme de contre-société, une forme de ZAD où on serait sur un territoire aussi restreint soit-il, sur une diversité populaire, une culture populaire, une volonté aussi de s'émanciper, mais finalement d'être condamné à rester sur un petit territoire. Comment, Michel Onfray, vous pouvez à un moment donné, peut-être l'avez-vous réfléchi, essayer d'étendre ça à une bonne partie du pays, de manière à ce qu'il y ait un mouvement populaire de fond qui puisse reprendre le contrôle de son pays et de sa souveraineté, puisque c'est le sujet que nous partageons. Oui, bien sûr. Mais ce que je propose, c'est une révolution par l'exemple. Une révolution qui ne fait pas couler le sang. Une révolution proudhonienne. Je suis proudhonien et je pense que... J'ai écrit un livre qui s'appelle « Décoloniser les provinces », dont on a évidemment assez peu parlé, puisqu'il était positif, propositionnel, et je disais, mais nous vivons sous un schéma jacobin. Justement, l'homme providentiel, le schéma jacobin. Quand Tocqueville écrit son livre sur la Révolution française, il nous dit la Révolution française n'a pas changé grand-chose, elle a gardé le jacobinisme, une espèce de centralisme à Paris. Et à l'époque, il y avait 83 départements, les Girondins disaient il faut que Paris pèse 1/83e de la représentation nationale. On n'y est pas. Et donc, je propose ça en disant, regardez ce que nous pouvons faire. Vous avez raison, pour l'heure, ça peut donner l'impression de fabriquer des ZAD. Je ne voudrais pas choquer un certain nombre de nos auditeurs, mais je veux dire, Jésus a commencé tout seul, avec 12 copains ensuite. Oui. Puis, non, ça fera une dépêche AFP. Michel Onfray crée une ZAD, ça fera une dépêche AFP. Ils sont des milliards aujourd'hui sur la planète. Donc, il y a un moment donné où on se dit, plutôt que de faire des grandes théories d'un homme providentiel qui ne viendra jamais, voire qui peut beaucoup décevoir, on l'a vu avec tel ou tel, de dire, regardez comment on peut s'y prendre. On fabrique des micro-communautés. Si chacun fait là où il est ce qu'il peut, on peut repenser la nation autrement. C'est-à-dire que quand les Jacobins pensent les Girondins, évidemment, ils en disent du mal. Même aujourd'hui, si vous voulez lire l'histoire des Girondins de Lamartine, elle est faite par un type qui fait l'éloge des Jacobins. On se dit, on ne saura jamais ce que voulaient vraiment les Girondins. Les Girondins veulent des parlements régionaux. Moi, je suis pour. Veulent des autonomies régionales. Moi, je suis pour. Une autonomie régionale dans le cadre d'une nation. Oui, c'est ça la question aussi. Oui, mais dans le cadre d'une nation française. Donc, je défends l'État. Je suis un proudhonien qui défend l'État. Le dernier Proudhon défendait l'État en disant qu'il doit être... Si c'est un instrument de la
domination du capital, pas besoin de l'État. Ou du moins, c'est un État négatif. Il y a un État positif qui permet de rendre possible l'organisation socialiste libertaire de l'État français en disant « Regardez où est le talent des gens ». Ça passe par la coopérative, ça passe par la mutualisation. Les paysans aujourd'hui, quand j'entends Michel-Édouard Leclerc qui prétend partout sur toutes les chaînes qu'il est là pour le consommateur, mais il est là pour vendre des mauvais produits, et c'est son boulot, il fait ça depuis des années, son père le faisait avant lui. Et donc on peut aujourd'hui fabriquer des coopératives dans des villages. Vous pourriez très bien dire, et moi j'adore les villages, et quand je les vois fermés, je vois des commerces fermés partout où je passe, je me dis mais on peut voir avec le maire en disant ce commerce, prêtez-nous l'espace, et puis on va organiser. Les paysans peuvent très bien y mettre leurs produits, en disant on n'a pas besoin de passer par les supermarchés pour voir produits locaux, où on sait très bien qu'il y a 2 produits locaux, et puis qu'il y a 100 produits qui ne sont pas locaux et qui sont internationaux. Donc on organise, on peut organiser, et ça se fait aussi beaucoup dans des villages, des jeunes générations, des gens qui ne croient plus à la politique politicienne, mais qui se disent on va créer ici une librairie, ici un café, ici, et on pourrait très bien aujourd'hui, les EHPAD, c'est terrible comme mot, on pourrait très bien imaginer des lieux alternatifs où les anciens pourraient ne pas être là comme garés comme des ordures, pour utiliser l'expression dont nous parlions tout à l'heure, dans le genre vous êtes des déchets de la société, vous ne servez plus à rien, donc on va vous donner des calmants, des tranquillisants, vous allez regarder la télévision dans une pièce surchauffée, vous allez jouer aux cartes en bavant sur votre vêtement. On aurait la possibilité de dire à ces gens-là, mais vous savez des choses, donc allez avec les enfants, soyez en relation avec les enfants, apprenez-leur des choses. On pourrait faire donc des maisons de retraite comme ça, on pourrait faire des écoles alternatives. Moi je crois à l'école alternative. On n'est pas tenu de dire l'instruction est obligatoire, mais pas l'école quand elle nous le déplaît. On peut très bien dire dans un village, plutôt que de dire des moyens, il nous faut des moyens, il faut que l'école ne ferme pas, on dire très bien, on va organiser une école, on va voir le maire, et on lui dit ici il y a bien un bâtiment, éventuellement cette école qui doit fermer. Puis on dit l'instruction étant obligatoire, on va trouver des gens qui vont apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser. Et d'ailleurs on utiliserait la méthode syllabique, on apprendrait des fables de La Fontaine par cœur, on apprendrait à compter et l'étape de multiplication. Et je suis sûr qu'il y a plein de parents qui préféreraient ça plutôt que l'enseignement du tri sélectif, l'enseignement LGBT ou ce genre de choses. Et donc vous voyez que cette révolution elle est susceptible d'être faite, non pas en attendant un homme providentiel qui serait le chef d'État qui d'un seul coup nous dirait j'ai pondu un texte qui rend possible ce genre de choses, puis ça ne produira aucun effet. Moi, je crois au talent, là où les gens sont sur place, en disant, allez hop, on fabrique une maison de retraite, arrêtons avec les EHPAD, mais une maison de retraite, une école, une coopérative, une épicerie qui soit coopérative, une boulangerie, etc. Et je vous assure que ce ne sont pas que des ZAD. C'est une façon de dire, on peut refaire de la politique avec des municipalités, ça s'appelle le communalisme, des municipalités dans lesquelles le maire n'est que le porte-parole. C'est-à-dire, il remet en jeu en permanence, non pas avec son conseil municipal, parce que le conseil municipal c'est 51% des voix, et les 49%. Donc on peut imaginer des communautés qui seraient dans la décision, pouvoir décisionnel, en disant non sur ce sujet, non pas des référendums, mais on va décider sur ceci, sur cela, sur l'attribution des subventions, ou sur l'accueil ou non de migrants, ça fait partie Mais vous ne pensez pas, Michel Onfray, finalement, que vous n'avez pas un peu d'espoir quand vous voyez, notamment sur la réforme des retraites, que vous avez 70% des Français qui sont fondamentalement opposés. Moi je pense que c'est plus que la réforme des retraites, c'est un vrai projet de civilisation. Oui. D'accord ? Donc est-ce que là, finalement, on ne peut pas se dire aussi au gré des crises sociales, politiques, économiques qui nous frappent toutes et tous, finalement, on rend compte qu'une partie de la population française non négligeable se politise très vite, s'en prend la carte à un parti, et dans ce cas-là, est-il possible d'avoir un monde, vous parlez d'écoles effectivement alternatives, mais est-ce qu'il n'est pas possible aussi sur un court temps ou à moyen terme, d'avoir la refondation d'une école véritablement républicaine pour donner la chance à toutes et à tous finalement de réapprendre ce qu'est la République et de devenir et d'accéder aussi à la méritocratie. Est-ce que ça vous finalement vous dites il y a un truc qui est en train de se passer et peut-être que le peuple providentiel, plus on avance, plus on commence à vraiment s'en approcher. Oui, je trouve ça très bien, cette idée qu'on puisse dire on avance sur ce terrain-là, parce qu'il y a un vrai désir de la part des gens de travailler autrement. Moi, je comprends, je ne vais pas parler pour vous, mais moi, je fais un travail formidable. Je n'ai pas envie de partir à la retraite à 60 ans. D'ailleurs, j'ai 64 ans, donc je ne suis pas du tout gêné par le fait de travailler plus et de cotiser plus, ça ne me gêne pas. Mais mon frère qui travaillait à l'entretien du matériel dans une carrière, par exemple, et qui est diabétique, lui, 60 ans, il a vu ça arriver comme une bénédiction, parce qu'il n'en pouvait plus. Je crois que si on est dans une logique dont je parlais tout à l'heure, coopérative, les gens ne vont pas regarder à leur temps.
Si vous êtes dans une école, que ça marche, que vous avez du succès, que vous faites des potagers avec les enfants, que vous regardez la nature, que le soir vous leur expliquez les étoiles ou ce genre de choses, vous n'allez pas forcément avoir envie de ne pas travailler ou de mal travailler ou d'en faire le moins possible ou de partir le plus tôt possible. Il faut repenser le travail pour rendre sa dignité au travail. Mais quand on a exploité des gens au travail, je trouve normal que les gens n'aient pas envie de travailler 2 ans de plus. Ça me paraît normal tout ça. En fait, le lien de tout ce qu'on dit depuis le début et avec votre livre, c'est le côté désincarné. Finalement, à chaque fois quand l'homme est désincarné, de la mission du travail est désincarnée, quand il est déraciné, à chaque fois on perd le sens de la vie et pourquoi pas de notre projet politique. Alors je voudrais quand même, et d'ailleurs il y a un autre justement élément désincarné qui est très important et qu'il faut qu'on aborde et que vous abordez notamment à la fin de votre livre, c'est évidemment les sciences, on va dire, et les techniques avec l'homo cyber que vous abordez. Et ça pose des questions sur également tout ce qui s'est passé pendant la période du Covid. Finalement, on peut faire un parallèle entre ces apprentis sorciers de la Silicon Valley et puis certains apprentis sorciers en blouse blanche des laboratoires parapharmaceutiques qui ont voulu sortir ou en tout cas mettre en avant des méthodes qui sont pas forcément qui sont des méthodes très spécialisées, qui sont pas forcément celles qui auraient pu être utilisées en premier, notamment avant, pour parler concrètement, avant la vaccination, parler d'anticorps, enfin de méthodes naturelles, de prendre des vitamines, etc. Est-ce que cette désincarnation, ce décalage entre la science et puis le bon sens, on va dire, vous, aujourd'hui, avec le temps, vous le réalisez, vous le voyez différemment? Moi, j'ai pris le risque d'un livre très tôt sur le Covid, qui s'appelait « La vengeance du pangolin ». Et j'étais dans l'actualité comme tout le monde. Vraiment, jour après jour, on découvrait qu'il y avait ceci, puis il y avait cela, puis il y avait ceci qui contredisait cela, et puis qu'on n'aurait pas de vaccin, puis finalement on avait un vaccin, puis il était très efficace, puis il n'était pas très efficace. Donc il y a eu des volte-face diverses et multiples. Il ne faut pas essentialiser en disant le Covid, dans l'absolu. C'est pas du tout la même chose quand ça démarre, quand ça continue et quand ça s'arrête. J'ai dit une chose dans ce livre à laquelle je tiens. Je suis vitaliste, moi, sur le terrain philosophique. Donc tout ce qui est né, vit, décroît et disparaît et meurt. Et j'ai dit, et c'est toujours vérifiable, que ce Covid disparaîtrait. Parce qu'il était dans l'ordre des choses que tout ce qui existe disparaisse un jour. C'est la même chose avec notre système solaire, c'est la même chose avec nous, les humains, c'est la même chose avec les civilisations, enfin, toutes sont mortelles. Et donc, j'ai fait savoir qu'il y aurait effectivement des variantes et que de variante en variante, on arriverait à quelque chose qui ferait que ça disparaît. C'est le cas aujourd'hui. On considère ça comme une espèce de grippe et même pas une mauvaise grippe, finalement. Bon. Sur ça, je ne change pas. Je l'avais dit, c'est vérifié, c'est vérifiable, c'est vérifié. Voilà. Sur la question de la science, moi, je fais partie de ceux qui ont été éduqués dans l'école républicaine, c'est-à-dire une école où on apprenait des choses et où on apprenait Pasteur. Je me souviens comment on disait génération spontanée, Aristote, on met des chiffons gras dans un coin, puis d'un seul coup, il y a des souris, il y a des rats, et c'est la saleté qui a fait naître les rats. Ben, bien sûr que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, d'un seul coup, Pasteur nous dit, mais on va faire des travaux qui nous permettent de savoir ce que c'est que l'asepsie, l'antisepsie, ce que c'est que le sérum, ce que c'est que le vaccin, comment ça fonctionne, etc. J'ai tendance à croire que les vaccins fonctionnent, ça me paraît évident. Je ne sache pas que... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui nous expliquent que la rage a été vaincue par l'hygiène et non pas par les vaccins, et que le vaccin de la rage, c'est une espèce de fake news. Il y a des complotistes sur ce terrain-là. Et donc, j'ai défendu le vaccin. Tant qu'on nous a dit qu'il existait, qu'il soignait, et puis après, on nous a dit, bon, il soigne pas tant que ça, puis après, on nous a dit, bon, il couvre pas tant que ça, puis après, on nous a dit, bon... Et à un moment donné, moi, j'ai dit, bon, on arrête avec les enfants. C'est les enfants qui a été pour moi le moment où j'ai dit stop, on arrête sur ce sujet-là. Si vous nous dites qu'il faut aussi vacciner les enfants alors que vous nous faites savoir que les enfants ne sont pas contaminés, il se passe quoi là? Vous êtes en train de délirer. Donc j'ai dit maintenant on arrête. Et dès le départ, j'ai dit il faut arrêter avec les vols qui arrivaient de Chine. Je disais on ferme les frontières. Dès le départ, j'ai dit ça. Et moi, je l'ai dit à une époque où très peu de gens le disaient. Je me trouvais sur un plateau de télévision où les médecins de médias là, disaient c'est une grippette, ça ne durera pas longtemps, c'est pas très grave, etc. Agnès Buzyn, en premier. Bah, par exemple. Et vous vous dites, mais attendez, la Chine à l'époque ferme ses frontières. On dit la Chine, elle se moque de perdre 1 million d'habitants. Hein. Ça gêne pas du tout. Si elle fait ça, c'est qu'il y a du danger. Un chef d'État protège son peuple. J'étais pour qu'on protège le peuple et qu'on ferme les frontières en disant on commence par ça.
On commence par ça. Et puis après, on verra. On n'a pas de vaccin, donc on verra très bien. Donc, sur un certain nombre de choses, je persiste à dire qu'il y avait des choses à faire qui auraient été de protéger le peuple. Le chef d'État doit protéger son peuple, mais par idéologie, Macron disant ne ferme pas les frontières, le virus ignore les frontières, etc. Par la suite, je pensais qu'on pouvait faire un certain nombre de choses en épargnant les enfants. Je trouve terrible qu'on ait privé les enfants d'éducation. J'avais lu jadis en son temps un livre qui a beaucoup compté pour moi et qui s'appelait L'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux et qui nous expliquait que toute zone neuronale qui n'est pas sollicitée disparaît. Et on sait très bien qu'il y a un moment, il y a une fenêtre pour que les enfants apprennent à lire, à écrire. Le cerveau est prêt. Avant, c'est pas l'heure, après, c'est trop tard. Et on se dit, c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre. Et là, on dit, ah non, les enfants restent chez eux. L'éducation et de respiration. Ils portaient le masque et je rappelle les difficultés. Tout ça, bien sûr, vous avez raison sur tout ça. Et l'idée de désocialiser les enfants. Ouais. L'idée de dire, ils sont avec les parents, ils regardent la télévision 24 heures sur 24, avec des parents parfois toxiques. Cette idée que d'un seul coup, quand on a des parents toxiques ou qui boivent, ou qui, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, mais on se dit, l'école de temps en temps permet d'élever les enfants, au sens noble du terme, c'est-à-dire de les passer d'un cran à un autre cran. Et on se dit désocialiser les enfants, ne pas leur apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser quand c'est le bon moment, faire de telle sorte qu'ils ne rencontrent pas des copains pour le meilleur et pour le pire, mais qu'ils sortent du milieu familial, c'est une catastrophe. Ça, je l'ai toujours dit, et je pense que on le voit aujourd'hui. J'ai vu l'autre jour des chiffres terribles sur les consommations d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de somnifères chez les enfants. Et de suicides chez les enfants. De suicides, de comportements dépressifs, de comportements d'autopunition, etc. On se dit, mais regardez un peu la génération que vous avez fabriquée. Mais non, vous avez l'air de dire tout ça, je l'ai dit. Oui, mais de là à dire après, les vaccins, c'est fait pour nous pucer, c'est fait pour tous les gens qui ont été vaccinés vont mourir, et ils vont mourir à cause du vaccin. Ça, je pense que oui, on va tous mourir. Ça paraît évident, mais c'est pas une nouveauté. Mais de là à dire vous allez mourir à cause du vaccin, puis après on fait des causalités magiques. On dit ah oui, vous avez eu ceci. C'est la cause de cela, c'est bien parce que vous n'auriez pas été, etc. Bon, je veux bien, mais il y a un moment donné où il y a un minimum de science. Je rappelle Pasteur, sauf à croire que Pasteur est un complotiste. Et puis après, on a eu droit à des propos antisémites de gens qui estimaient que c'était les Juifs qui voulaient reprendre la main sur le monde et qu'ils avaient créé ce virus et que d'une certaine manière, ils avaient aussi créé le vaccin. Et qu'à un moment donné, on dit calmez-vous, la pensée magique, ça suffit. Et je pense que la pensée magique est d'autant plus puissante que justement la pensée rationnelle a disparu ou disparaît. Il y a quelque chose qui a été effroyable aussi, finalement, sur la légitimité de la parole médicale. Sur ce moment-là. Il me semble qu'il y a eu un énorme basculement aujourd'hui, même des gens qui étaient vaccinés, peu importe, qui avaient une confiance en leur médecin généraliste, à toute une série de choses, face à la confusion terrible qu'on a vécue pendant 2 ans et demi, voire même encore il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, on se rend compte, c'est mon avis, est-ce que vous le partagez, que la parole médicale elle-même, aujourd'hui, a été mise à mal, finalement, notamment sur les vaccinations, on va dire standards, basiques. Le problème de la parole médicale, c'est qu'on ne sait pas quelle elle est. C'est-à-dire, est-ce que c'est le Conseil de l'Ordre ? Est-ce que c'est un Conseil de l'Ordre national ? Est-ce que c'est un Conseil de l'Ordre régional ? Est-ce que c'est un médecin qui s'exprime dans une feuille de chou syndicale, par exemple ? Ou est-ce que ce sont les médecins qui sont en permanence sur les plateaux télé ? Et vous avez vu pendant 2 ans, non-stop, des gens qui nous disaient tout et le contraire de tout. Alors, moi, je veux bien. J'ai ma mère qui a 88 ans et qui regarde la télévision. Elle me dit, l'autre jour, j'ai vu chez machin, il y a un médecin qui disait que, donc c'était vrai, quoi. 3 jours plus tard, un médecin disait le contraire, elle pensait que c'était vrai aussi. Et puis après, elle dit, mais il paraît que, tu sais, toi, qu'il y a quelqu'un qui veut nous pucer, là, pour faire des... Et c'est qui, ce Bill Gates, etc. Bon. Et je me dis effectivement qu'il n'y a pas eu beaucoup de déontologie chez ces médecins. Et puis, des médecins, je rappelle Michel Simès, qui nous avait dit un certain nombre de choses. Moi, je ne sais pas, quand on a le sens de l'honneur, on dit, je disparais des écrans. J'arrête de donner des leçons. Quand je me suis autant trompé, et d'autres. Je vous dis tout à l'heure que je m'étais trouvé sur des plateaux avec d'autres médecins et qui n'ont pas eu l'honnêteté ou la décence de dire par la suite je me suis trompé, donc je me couvre la tête de cendre et puis je disparais. Non, aujourd'hui sur les médias ils viennent nous expliquer que, etc. C'est ça le problème du danger, c'est-à-dire que la science elle est où ? Est-ce qu'elle est dans une revue dont on découvre par la suite qu'elle est payée ou entretenue par des trusts pharmaceutiques et vous dites c'est dans Nature ou je ne sais pas quoi ou Lancet et vous dites mais qui paye ces revues ? Et puis on se dit il y a quand même des comités de rédaction, donc des textes qui passent ou des textes qui ne passent pas. Je vois bien comment ça marche dans les revues de philo. Je me dis ça doit se passer exactement de la même manière avec les revues médicales. Donc il y a une collusion entre les trusts pharmaceutiques, les médias, les universités, mais tout ça est évident, d'où le nihilisme.
D'où la difficulté à dire la science. Il n'y a que Greta Thunberg aujourd'hui pour nous dire la science pense que. Et d'ailleurs, la science, c'est moi-même Greta Thunberg. Ou la science, c'est le GIEC. On sait très bien qu'il y a des climatologues qui ne disent pas ça, mais qui sont considérés comme des climato-sceptiques, donc comme des fascistes, comme des etc. etc. Donc il y a un travail à faire, peut-être avec les universités populaires, justement, de restauration de la raison raisonnable et raisonnante pour lutter contre une pensée Et du magique. débat. Et du débat, bien sûr. Une dernière question peut-être sur les soignants suspendus, une question très attendue notamment par les auditeurs. Vous avez eu des mots qui ont pu être considérés comme très durs sur les soignants suspendus. Aujourd'hui, pareil, est-ce que vous revisitez ce que vous avez dit ? Ah oui, j'ai dit, moi, que j'étais pour qu'on leur permette de retrouver leur travail, comme si de rien ne s'était passé. On passe l'ardoise et puis on efface l'ardoise magique, quoi, si vous voulez. Non, ça, je l'ai dit il y a très longtemps. Je ne sais pas ce que j'ai dit de très dur. Enfin, j'entends ça parfois des gens dans la rue qui me disent « Vous m'avez laissé tomber, vous nous avez laissé tomber, etc. » Mais je dis « Et pourquoi vous n'imagineriez pas que ce serait l'inverse ? C'est peut-être vous qui m'avez laissé tomber. Avez-vous examiné les raisons que j'ai pu avancer ? Avez-vous lu le livre que j'ai écrit qui s'appelait « La vengeance du pangolin » ? Est-ce que vous avez vraiment suivi tout ce que j'ai dit tout le temps et surtout, parce qu'après, on sort du contexte, on met 2 phrases, parfois on m'envoie des trucs avec, il y a ma photo, il y a une phrase de moi, j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Alors, peut-être des phrases violentes, j'aimerais qu'on me rappelle lesquelles. J'ai simplement rappelé que on ne peut pas imaginer que les vaccins, ce soit une immense foutaise depuis toujours. Alors si des gens estiment que ça les blesse, d'accord, j'entends bien, mais qu'il y ait parfois des erreurs, des tâtonnements, qu'il y ait de l'urgence. Il y a un moment donné où quand vous êtes vous-même dans l'urgence, vous pouvez faire des choses que vous pourriez regretter plus tard en disant « j'aurais pas dû, il aurait fallu que », etc. Donc je pense que le traitement politique n'a pas été le bon, le traitement scientifique n'a pas été le bon, mais il y a un moment donné, quand on ne sait pas et qu'on tâtonne, il ne faut pas dire en sachant les choses 2 ans après, il aurait fallu, on aurait dû, ça n'était pas bien, ou pas ceci, ou pas cela. Moi, effectivement, je crois en la science plus qu'en la déraison, et je persiste à croire que plus on augmentera le savoir scientifique, plus on augmentera la raison et le recul de la pensée magique. Merci beaucoup, Michel Onfray. On arrive à la fin de cet entretien. Merci d'être venu, d'être passé par les locaux de Ligne Droite, philosophe, essayiste, polémiste et auteur de très nombreux ouvrages, dont le dernier, Anima, Vie et mort de l'âme, de Lascaux, Transhumanisme, aux éditions Albin Michel. On vous remercie de nous avoir fait l'amitié de venir, bien entendu. Et nous, on se retrouve immédiatement pour la zone libre.